Cette conférence va être organisée donc, par le CIRS, bien évidemment, mais aussi en collaboration avec le Lab Delta et le Lab CMO. Et dernière information, Xenia est chercheuse invitée en fait, pour un mois au CIRS. Mais donc sans plus attendre, je vais lui laisser la parole pour cette conférence et puis on prendra les interventions à la fin. Là, alors, 1, 2, 3, test. Je pense qu'il faut bloquer le micro sur l'autre pour Tiens, c'est sur le tien. Ça marche. J'ai accompagné l'Internet russe au long des années, au fil des années en fait, à partir de 2012 à peu près, où j'ai commencé à travailler sur un sujet annexe, mais pas tout à fait lié à la souveraineté. Et j'ai accompagné l'Internet russe dans ces transformations profondes qui ont touché toutes les couches de ce réseau. Je vais essayer aussi de parler méthodologie. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos retours, puisqu'il s'agit d'un terrain contraint par la guerre, par les répressions, entre autres envers les chercheurs et chercheuses comme moi. Et c'est un terrain qui est émotionnellement lourd pour moi. Je suis de nationalité russe. Et donc il y a à la fois les questions d'attachement au terrain, à quel moment on s'engage de façon militante, jusqu'à où, comment on analyse dans la foulée, lorsque les événements nous emportent très loin. Donc on va essayer de traiter toutes ces questions. Et bien sûr, le terrain est tellement vivace, en fait, il se déroule même aujourd'hui et maintenant. Donc ce n'est pas une enquête terminée. Mais j'ai quand même publié des choses, donc il y a des réflexions déjà finalisées sur ces questions. Mais il y a deux aspects importants là, que je trouve intéressants dans Xenia, chez Xenia. Le premier qui est évident, c'est qu'elle travaille sur la Russie, elle connaît bien la Russie, puis toutes les questions de la souveraineté numérique sur la Russie, en fait, c'est une expertise. Mais moi, en fait, ça fait plus longtemps qu'on se parle, mais il y a toute la question, en fait, un peu comme elle expliquait pour l'intelligence artificielle, là, sur en fait, ce que j'appelle comment des valeurs sont mises dans les infrastructures, ou comment la politique est mise en technologie. Donc, ça, c'est une expertise, en fait, que le groupe dans lequel Xenia fait partie en France, en fait, est très développé. Donc, avec qui on a des collaborations. Puis, c'est cette perspective-là, cette façon de voir les technologies que Xenia elle amène au-delà de la question de la Russie. Donc c'est pour ça qu'on trouvait important qu'elle soit présente ici pour un mois. Mais elle voulait aussi venir ici. Oui. On n'a pas fait ça. Moi, je suis professeur en communication, puis ma spécialité, c'est tout ce qui est communication numérique, mais surtout l'activisme numérique et les dimensions politiques des infrastructures technologiques. Tu es le co-organisateur de l'école d'été? Oui, on peut dire ça. Sur la souveraineté numérique. Depuis environ un an, là, moi, je vois le terme souveraineté numérique presque tous les jours, en fait, où je l'entends, là, j'écoute la radio. Donc, la souveraineté numérique, en fait, c'est un concept qui est au cœur des luttes pour le contrôle des réseaux numériques entre les États, les entreprises, mais entre les États et les entreprises et les blocs régionaux et aussi différents groupes sociaux. Un des aspects vraiment importants, c'est que la souveraineté numérique, c'est un concept flou, OK? Mais parce qu'il est flou, c'est pour ça qu'il est puissant. Et on peut dire aussi que, comme on ne la définit pas très bien, bien, on peut la revendiquer sans à peu près rien faire, OK? Donc, c'est assez présent dans les discours gouvernementaux. Yarima Bonilla, qu'on a cité dans notre article, elle mentionne toutefois que le concept même de souveraineté en soi n'est pas neutre. C'est un concept qui est politique, qui est aussi façonné par l'histoire coloniale. L'enjeu, c'est pas seulement d'identifier qui est souverain, mais aussi d'analyser, c'est ça qui nous intéresse beaucoup ici, d'analyser qui mobilise ce concept et dans quel but. On va y revenir, mais une des choses qu'on a remarqué dans notre étude, c'est tout le temps les gens qui n'ont pas le contrôle des technologies qui revendiquent la souveraineté. OK? C'est jamais
Les États-Unis, ils ne parlent pas de souveraineté. Jusqu'à récemment, là, OK? Donc, ils n'ont comme pas besoin de ça. Ça change, là, mais... Donc il y a des façons d'imaginer ou de rêver la souveraineté numérique et parfois ça prend des formes militarisées où la souveraineté est définie comme stratégie de défense, de délimitation de frontières, d'isolement volontaire, progressif, par rapport au contenu extérieur, étranger, notamment de l'Occident. Donc la Russie définit sa propre souveraineté, pas seulement comme technologique, mais aussi comme idéologique. Et dans la définition qui circule, on parle de la guerre d'information qui rentre dans les enjeux de souveraineté numérique. Donc on voit qu'on peut construire une souveraineté qui veut dire autonomie, résilience et, disons, croissance économique dans une société. Et je l'espère pour le Québec, qui va choisir cette voie-là. Mais on peut aussi parler de la souveraineté comme défense absolue, où les frontières du pays égale frontières numériques, et où on va s'opposer à tout contenu ou à toute vision du monde qui nous est étrangère. Et, voilà, couper ce qu'on appelle l'interopérabilité, qui pour moi est un peu le pilier d'une souveraineté numérique saine, sans isolement. La guerre d'information, qui est un des piliers de la souveraineté idéale à la Russie, consiste à notamment bloquer les sites des médias d'opposition, des médias d'Occident. Voilà. Et ça change le paysage épistémologique. Quand mes connaissances se rendent en Russie, moi j'y voyage plus, je ne peux pas, ils voient la différence, comment la société a changé, comment l'attitude, les opinions des Russes ont changé face à ce blocage informationnel qui essaie de créer un microclimat en Russie très contrôlé et très hostile. Ah ouais. Pour le cas russe, sur l'IA, on assiste à un phénomène très intéressant. C'est ce qu'on appelle AI poisoning, donc l'empoisonnement des modèles. Mais ce que fait la Russie aujourd'hui, ils ont réussi à trouver des façons de produire des contenus qui ne font pas de sens ou qui vont dans le sens de Kremlin. Et c'est plutôt la quantity over quality, donc la quantité qui prime sur la qualité. Et ces contenus sont générés par une IA tous les jours pour que les autres IA les consomment et arrivent à ensuite générer des réponses pro-russes. Donc c'est un peu comme par exemple produire des faux articles scientifiques pour que l'IA les cite ensuite, comme si c'était des vrais. Donc ça, cet exemple, rien qu'à cet exemple, il montre la complexité des usages de l'IA où l'humain doit vérifier les résultats. Ça serait bien d'avoir cette pratique dans les universités, mais aussi au travail, dans les labos, partout, d'avoir des humains qui surveillent vraiment et qui vérifient les sources. Je ne pense pas qu'il faut se débarrasser de l'IA, mais c'est moi qui pose les questions et c'est moi qui fais des conclusions. Je peux aider, me faire aider par l'IA, faire un travail qui augmente un peu mes capacités, mais pas remplacer les capacités que j'ai déjà. Et voilà, c'est les habitudes que j'ai avec l'IA.